Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Par arrêté préfectoral en date du lundi 4 janvier 2021, le préfet du département du Zou met fin à la consommation de la chicha sur son territoire de compétence. Les raisons d'une telle décision sont à suivre dans ce journal. Le rendez-vous hebdomadaire du gouvernement s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. Et puis le Qatar se réconcilie avec ses voisins du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ont annoncé hier le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, l'adoption du décret d'application de la loi numéro 2020-02 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin a été l'une des principales décisions prises en Conseil des ministres ce jour. Une rencontre présidée par le chef de l'État qui a abouti sur plusieurs nominations. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Postes, Alain Oronla. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 janvier 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret d'application de la loi numéro 2020-2 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin, ainsi que les décrets portant nomination du président et des membres du secrétariat de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire de l'AIEA, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique national, IGN. Au titre des communications, réalisation de divers travaux d'aménagement à l'aéroport international de Cotonou. Ces travaux concernent la reconfiguration et l'aménagement de la zone sud de l'aéroport ainsi que les aménagements complémentaires de l'espace extérieur du pavillon présidentiel. Par ailleurs, la recherche de l'efficacité et de la qualité des services d'assistance en escale a nécessité la mise en concession de ce volet avec une société de réputation internationale. Toutes ces interventions visent à offrir un meilleur confort aux voyageurs et à renforcer l'attractivité de la destination Bénin. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement. Directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Monsieur Jules Daga, directeur départemental du plan et du développement de l'Atakora. Monsieur Cyril Kouagou, directeur départemental du plan et du développement de la Donga. Monsieur Abdou Rassidou Zibrila, directeur départemental du plan et du développement de l'Atlantique et du littoral. Monsieur Fortuné Armand Agbo, directeur départemental du plan et du développement du Zou et des collines. Monsieur Kofi Philippe Ganti, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur de cabinet, Monsieur Michel Adjaka, directeur adjoint de cabinet, Monsieur Gilbert Ulrich Togbolon, au secrétariat général du ministère, Monsieur Blaise Gilbert Isaac Kissezounon. Dans les juridictions, à la Cour d'appel de Cotonou, premier substitut général, Monsieur Amaté Christian Cyprien Serge Ataï. Troisième substitut général, Monsieur Thomas Maougnon Dassi. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, procureur spécial, Monsieur Elom Mario Pierre-Cécile Métonou.
au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, M. Jules Aroga. Je vous remercie. Plus de dérives dans les communes du département du Zou. Par arrêté préfectoral en date du lundi 4 janvier 2021, le préfet du département du Zou met fin à la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public sur son territoire de compétence. Reçu au téléphone ce 6 janvier 2021, Firmin Couton nous parle des biens fondés de cette décision. Non, le bilan, c'est déjà l'écho que ça fait dans le rang des populations en général et dans le rang des consommateurs donc de ce produit-là, la chicha. On attend de vérifier la mise en œuvre réelle au niveau de ces espaces publics, les espaces publics cités, à savoir les débits de boissons, les maquis et les boîtes de nuit et autres espaces de manifestation publique. Donc nous sommes en train de voir ce que ça va donner. Mais déjà, il faut retenir que tout le monde est informé et que, étant donné que c'est une interdiction publique, et que dès qu'on va vous voir en train de faire, on peut vous interpeller. C'est déjà l'écho. Et mieux, nous envisageons organiser une rencontre avec tous les promoteurs de ces espaces publics, les débits de boissons, les maquis, les boîtes de nuit ou autres espaces de manifestation publique, pour qu'ils prennent la mesure nécessaire qu'il faut pour ne pas recevoir dans leurs établissements de ces gens qui continuent de consommer la chicha. Autrement dit, il y aura des affiches qui seront posées déjà à l'entrée de ces établissements-là pour vous indiquer que vous ne pouvez pas consommer la chicha dedans si pour autant que vous avez besoin de vous divertir au niveau de l'établissement. Alors, quel est le bien fondé de cette mesure? Qu'est-ce qui vous a amené véritablement à prendre cette décision? Non, c'est pour prévenir la quiétude publique. Vous savez, le préfet du département a un rôle de policier administratif. Il assure la police administrative. Et donc, nous, dans notre jargon, la police administrative, c'est l'ensemble des mesures ou dispositions que vous prenez pour assurer la tranquillité publique, pour assurer la sûreté au sein des populations, pour assurer la protection civile. Donc, c'est cet ensemble de mesures-là que nous mettons dans ce que nous appelons la police administrative. Et donc, dès que vous voyez qu'il y a des menaces, il y a des comportements à risque, des comportements qui risquent de contaminer de façon générale des populations, vous prenez des mesures qu'il faut pour prévenir qu'il n'y ait pas de débordement. Vous savez, lorsque vous êtes dans ces espaces publics et que quelqu'un se met derrière vous et commence par consommer de la chicha avec la fumée que ça dégage, vous pouvez quand même l'interpeller, vous pouvez réagir. Et lorsque vous réagissez et que lui ne vous comprend pas, lui-même il réagit, vous pouvez aller quand même à des violences, à des actes de violence, à des actes d'altercation, ce qui n'est pas bien. Alors il faut prévenir un peu tout ça. Mais au-delà de ça, c'est une question de santé. Ce que votre organisme accepte et que vous consommez la chicha et que ça ne vous fait rien, peut-être celui qui est à côté de vous n'accepte pas. Et pour cela, il faut protéger tout le monde. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse vivre bien dans la communauté. Ce qui est dans une communauté, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Là où votre liberté commence, là vous exercez votre liberté, ça doit pouvoir s'arrêter, là où celle des autres doit pouvoir commencer aussi. C'est ça qui permet la vie en communauté. Étant donné que tout le monde ne consomme pas ce produit-là, on ne peut pas les exposer donc, à ces effets. Exposer les gens aux effets de la consommation de la chicha. C'est pourquoi on a pris cette mesure pour assurer la protection de tout le monde. Oui, tout le monde, allez, on reste tranquille. Et puis pour le préfet du Zou, cette décision qui vise à préserver la santé des jeunes fumeurs pourrait s'étendre aussi dans les communes du département des Collines. On écoute à nouveau Firmin Couton. Chaque département a ses réalités et que la preuve, moi je gère 2 départements. Je n'ai pas encore pris la même mesure au niveau des collines parce que les informations que j'ai demandé à avoir là-bas ne font pas
état de ce que le phénomène soit développé là-bas. Donc, nous continuons les enquêtes. Dès qu'on aura la preuve que ça se passe vraiment là-bas, nous allons également sortir les dispositions. Nous allons également prendre les dispositions pour que ça s'arrête. Donc, chaque département a ses réalités. Je ne sais pas si ça se passe là-bas. Si ce n'est pas le cas, bon, on ne va pas les collègues. Mais si c'est le cas, je crois que les collègues également, au regard de ce qui est fait, vont prendre les dispositions pour arrêter également le phénomène au niveau de leurs circonscriptions administratives respectives. Quelle lecture font les hommes des médias de cette décision du préfet du département du Zou? Les confrères Jean-Eudes Daquin et Eloge Azung-Bogbo nous répondent au micro de Laurent Tonéinkès et de Fiacre Voitan. Je crois que c'est une décision salutaire, mais pour ma foi, je crois qu'il faut aller au-delà de ce stade que je suppose être très administratif, mais il faut aller bien au-delà. Les enfants qui s'adonnent à la consommation de la chicha, ce n'est pas à la maison, ils trouvent cette chicha-là, ils les achètent quelque part. Donc c'est dit qu'il y a un circuit d'approvisionnement qu'il faut déjà aussi à ce niveau-là essayer de fermer. Donc, du coup, il faut déjà sensibiliser les jeunes sur le bénéfice qu'ils ont à ne plus consommer la chicha, mais également comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir cet état. Parce que si on ne fait rien pour appuyer après, une fois, deux fois après, les jeunes vont toujours continuer. Puisque le système d'approvisionnement n'est pas fermé, ils vont s'approvisionner. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à en consommer, mais plus dans les lieux publics. Puisque l'arrêté a été clair. C'est dans les lieux publics que c'est un problème. Mais à la maison, ce n'est pas interdit. Pourtant, en travaillant à montrer les insuffisances qui sont liées à la consommation de la chicha, même à la maison, le jeune s'en priverait d'en consommer. Donc du coup, pour le faire, il est important que et parents, et médias, et c'est déjà bien que vous le faites, et parents et médias, et les leaders, les détenteurs d'enjeux, les leaders au niveau communautaire, que ce soit l'imam, le prêtre, le chef quartier, que toutes ces personnes-là se mettent dans la danse pour essayer de, chaque fois que cela est possible, trouver un créneau pour pouvoir discuter de façon convenable avec les jeunes, pour toujours les aider à adopter de nouveaux comportements. Mais non seulement adopter ces nouveaux comportements, il faut travailler à pouvoir les maintenir, parce que les bénéfices sont plus grands pour tous et pour chacun. Est-ce qu'il faut attendre seulement qu'un préfet prenne une décision pour lutter contre la chicha? C'est la vraie question. Parce que sur le plan formel, la lutte est avérée. La lutte contre les produits toxiques, la cigarette, la consommation de l'alcool, comme on le fait dans la tapora et consort, la lutte est avérée. Mais par rapport à la repousse, par rapport à la répression, elle est limitée. Elle est limitée en ce sens que déjà nous avons une législation qui interdit cette chose-là, déjà. Donc les gens ne respectent pas. Et le préfet de Zou vient de prendre une décision, comme je l'ai dit, qui est très bonne décision. Est-ce qu'il faut se limiter dans le Zou? Non. Je crois que ça doit être une décision d'État. Une décision que tous les préfets doivent prendre. Ou à défaut que c'est une décision du gouvernement qui interdit l'utilisation, la consommation, la commercialisation et même le sponsoring de la chicha dans notre pays. Parce que vous savez, même à Cotonou, même dans nos villages, les plus aujourd'hui, par mimétisme, les gens s'adonnent à ça. Alors que si vous lisez bien l'OMS nous a montré les dangers que constitue la consommation de chicha. Je pense, pour moi, que c'est une bonne décision. Mais pour qu'elle soit excellente maintenant, il faut que la décision soit prise par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de la sécurité publique, pour que on puisse ne plus même envoyer ces trucs-là dans nos pays, parce que ça détruit plus notre jeunesse que ça ne porte de plaisir. Actualité en dehors du Bénin, c'est une nomination polémique. Agnès Buzyn à l'OMS, elle intègre le cabinet du directeur général où elle se chargera des questions multilatérales. Une nomination qui a suscité indignation et compréhension dans l'opinion publique. L'ancien ministre de la Santé s'était retrouvé au cœur de vives critiques pour sa gestion de la crise sanitaire. Une nomination qui ne passe pas inaperçue, celle d'Agnès Buzyn à l'Organisation mondiale de la santé. Sur le réseau social Twitter, de nombreux membres de la classe politique évoquent un scandale. Selon eux, ce nouveau poste à l'OMS est une récompense loin d'être méritée. Agnès Buzyn recasée à l'OMS. Opération exfiltration et pognon. Joli scandale. Agnès Buzyn nommée à l'OMS, quelle mascarade.
Après avoir menti, minimisé l'épidémie et sauté du navire pour des ambitions personnelles, la voilà récompensée d'une belle nomination grâce au copinage et à l'entre-soi macroniste. Belle opération de recasage d'Agnès Buzyn à l'OMS. Décidément, un scandale en chasse un autre. Et dire qu'on nous vendait la fin de l'ancien monde, mais quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Après le ministère de la Santé, Buzyn déserte Paris. Il existe un monde où la nullité, la défaite, la lâcheté seront récompensées, où les irresponsables se couvrent, les uns et les autres, et défendent leurs privilèges. C'est l'oligarchie, et c'est avec cela qu'il faut en finir. Plusieurs polémiques entourent Agnès Buzyn pour sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Tout d'abord, sa déclaration fin janvier 2020, alors que le virus a fait son apparition en Chine. Le risque d'importation depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Alors que l'épidémie se propage et que les Français se ruent dans les pharmacies pour acheter des masques, la ministre déclare qu'ils sont inutiles. Elle sera par la suite auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19. Elle y assure avoir anticipé la gestion des stocks de masques. Ce qui a également marqué sa fin de mandat, c'est sa démission du ministère de la Santé fin février 2020, en pleine crise du coronavirus. Elle remplace alors Benjamin Griveaux, candidat La République En Marche à la mairie de Paris, éclaboussé par un scandale sexuel. Le mois suivant, dans un entretien au quotidien Le Monde, ses propos font l'effet d'une bombe. Elle explique que la tenue des élections municipales est une mascarade en raison de l'épidémie. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Depuis le début, je ne pensais qu'à une chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Accusée d'avoir quitté le navire en pleine tempête, Agnès Buzyn s'est aussi mise en retrait après son échec au municipal à Paris. « Je me demande ce que je vais faire de ma vie », avait alors confié l'ancienne ministre de la Santé. Le gouvernement allemand prolonge les mesures restrictives jusqu'au 31 janvier prochain, une manière de maîtriser la propagation du coronavirus dans le pays. La deuxième vague de Covid-19 ne cesse de faire des dégâts en Allemagne et oblige le gouvernement à réagir. Après une réunion virtuelle avec les 16 Länder, les États-régions allemands, la chancelière Angela Merkel a annoncé la prolongation des restrictions jusqu'au 31 janvier prochain. Nous sommes maintenant face à des situations critiques dans certains hôpitaux, ce qui signifie que cela nous a également poussé à adopter des décisions d'une grande portée aujourd'hui. Le 29 décembre, l'Allemagne a recensé plus de 1000 morts en 24 heures pour la première fois depuis le début de la pandémie. Dans certaines régions, la situation est critique, comme en Saxe, où le taux d'incidence de la maladie était de 323 ce lundi. Dans les Länder les plus touchés, les déplacements seront fortement limités. Nous avons décidé de prendre des mesures supplémentaires pour les régions comptant plus de 200 nouvelles infections pour 100 000 habitants, où le rayon de déplacement doit être limité à 15 km autour du lieu de résidence, à moins qu'il n'y ait une raison valable. Tous les commerces, sauf les magasins d'alimentation et les pharmacies, resteront rideau baissé lors des prochaines semaines. Il en va de même pour les écoles, les parcs ainsi que les lieux culturels qui ne pourront ouvrir comme prévu le 10 janvier. Cette extension des contraintes n'est pas forcément très bien accueillie au sein de la population allemande. Il n'y a pas non plus de perspective et nous en avons réellement besoin de toute urgence, au moment de savoir comment les choses vont continuer en général à un moment donné. Voilà ce qu'il manque. Il faut dire clairement aujourd'hui et maintenant que l'espoir que nous avions lors de la rentrée scolaire, que ce serait une année scolaire plus normale, qu'il serait possible de combler les retards pris durant l'année scolaire précédente avec les élèves et pour enseigner le nouveau programme et pour mener des examens dans une certaine mesure. Bien sûr, cet espoir s'estompe à mesure que la deuxième vague se prolonge et que le confinement se poursuit. Lors de ses vœux de fin d'année, Angela Merkel avait annoncé, je cite, « des temps difficiles pour l'année 2021 ». La deuxième vague de Covid-19 semble loin de toucher à sa fin sur le sol allemand. Le Qatar se réconcilie avec ses voisins de Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ont annoncé hier le rétablissement de leurs relations diplomatiques. C'est une visite qui symbolise ce rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. L'émir de Doha est chaleureusement accueilli par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. À El Oula,
Tamim El Thani participe à son premier sommet du Conseil de coopération du Golfe depuis juin 2017, date à laquelle l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. En cause notamment son soutien supposé à des groupes djihadistes ainsi qu'une trop grande proximité avec l'Iran. Sous les yeux de Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain sortant, Mohamed Ben Salman annonce la signature d'un accord de solidarité et de stabilité. Les efforts du Koweït et des États-Unis nous ont aidés à obtenir un accord où nous affirmons notre solidarité et la stabilité du Golfe et des pays arabes et musulmans et réajustons les relations amicales entre nos pays afin de servir les intérêts de nos peuples. Conséquence concrète de cet accord, le rétablissement total des relations entre le Qatar et les 4 pays qui le boycottaient. L'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte et les Émirats vont ainsi rouvrir leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes aux Qataris qui pourront les franchir librement. Il a été décidé aujourd'hui, grâce à la sagesse des dirigeants du Golfe et de l'Égypte, de tourner la page et de rétablir toutes les relations diplomatiques avec le Qatar, ainsi que tout ce qui sert les relations entre les pays membres du Conseil de coopération de l'Égypte. Nous espérons que ce sera une étape importante vers l'avenir et la stabilité de la région. Reste désormais à savoir si cette réconciliation pourra durer. Les 4 pays avaient formulé 13 conditions à la reprise des relations avec le Qatar, notamment la fermeture de la chaîne Al Jazeera ou des engagements sur la fin du financement supposé de groupes extrémistes. Doha ne s'est plié à aucune de ces exigences. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.